Le rappeur Puff Daddy, figure incontournable du hip-hop, au service d'un système violent de trafic sexuel pendant des années, certaines mineures au moment des faits. Après plusieurs mois d'enquête, le magistrat dijonnais de 55 ans, il aurait proposé des rapports sexuels avec sa fille âgée de 12 ans. Dans l'affaire Epstein, ce milliardaire américain mis en cause pour exploitation sexuelle de mineurs et qui s'est suicidé en prison. Révèle le comportement toxique et les abus psychologiques et sexuels qui auraient été initiés par l'un des producteurs phares de Nickelodeon, Dan Schneider. L'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Dominique Pellicot est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Monsieur Mbala Mbala, bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue chez Omerta. Merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors j'ai un petit temps parce que je suis sous bracelet électronique. Oui. Donc je suis un détenu à domicile qui doit gérer un peu ses déplacements. Et bon, j'ai décidé de passer ces quelques heures. Normalement, j'ai de 8h à 13h. Donc j'ai décidé de venir vous voir. Puis après, je dois rentrer à la maison. Bienvenue. Pour commencer cet entretien et vous parler justement de justice et de ce bracelet électronique et de condamnation, j'aimerais vous faire commenter la condamnation de Pierre Palmade suite à cet accident, cet homicide, Oui. et vos condamnations, donc deux personnalités qui ont à un moment donné côtoyé le même milieu, Oui. le show business. Ouais. La même génération. La même À peu près génération. le même âge. Ouais. Et qui finissent par être condamnés. Comment vous expliquez, vous analysez avec le recul, vous êtes condamné à la prison, lui également, mais pour deux cas de On figure prend 2 complètement ans différents. ferme chacun pour des... C'est vrai que moi, je n'ai tué personne. Mhm. Alors, légalement, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas tué en fait l'enfant, même si l'enfant est mort. C'est qu'il, dans la mesure où l'enfant n'était pas né, voilà, il y a une sorte d'astuce juridique là-dessus. Mais enfin, effectivement, on peut s'interroger, quoi. Comment se fait-il que moi, je prends 2 ans, j'ai 37 condamnations. Là, en l'occurrence, le bracelet, c'est pour une affaire fiscale de 27 000 €, alors que j'ai payé des millions d'impôts. Je pense que c'est, moi, un procès politique, et que l'on mette au même niveau un procès politique et un homicide, ça pose effectivement une question d'interrogation. Quelle est la différence entre moi et Pierre Palmade? Comment se fait-il qu'il bénéficie d'un traitement aussi clément? Ou alors, le mien était peut-être trop dur. C'est possible. L'histoire le dira. Pour cet entretien, j'aimerais qu'on commence sur la genèse de votre parcours et l'origine le pourquoi finalement de cette volonté de devenir artiste, humoriste. D'où ça vous vient? On en parle très peu finalement. Enfin, les journalistes en parlent très peu. Oui, c'est vrai. Et c'est dommage. Parce que dans les interviews. c'est vrai, et c'est une bonne question. Et puis c'est toute ma vie. J'ai passé, j'arrive à l'âge de la retraite, bientôt la soixantaine, et je me retourne et je n'ai fait que ça en fait. Et j'ai adoré ça. J'ai l'impression que le temps n'est pas passé très très vite, même si pourtant j'ai mis mon talent à l'épreuve du vent. Et effectivement, j'adore ce métier. Je continue à être sur scène. Alors, on m'a privé de plein de choses, mais j'ai toujours réussi à jouer. D'ailleurs, bon, évidemment, sans affiche, sans promotion télé. Alors là, bon, vous voyez, je reviens dans une sorte de promotion sur Internet avec des jeunes, une jeune génération qui reconnaît un peu dans mon travail, en fait, que j'ai peut-être marqué une étape dans le développement, dans le segment humoristique. J'en suis content, parce que c'est magnifique d'avoir la reconnaissance de ceux qui viennent derrière, quoi. Vous citez souvent Claude Nougaro, Daniel Prévost. Ce sont des personnes qui vous ont accompagné personnellement, qui vous ont formé. Que j'ai connu, que j'ai eu la chance de côtoyer. C'est rare de pouvoir rencontrer ces maîtres. Et Nougaro pour les mots, évidemment, et puis Daniel, parce que c'était tout dans le jeu et dans l'humour. Pour moi, c'est un grand, très grand. Puis il y a les Coluche, il y a les Inconnus, il y a
toute cette génération aussi qui m'a donné envie de faire ça. Au départ, je me disais, je n'y arriverais pas, je n'étais pas issu d'un milieu artistique. Ma mère étant sociologue, mon père expert comptable en Afrique, puisque mon père n'a jamais été français, lui. Et donc je ne savais pas que j'aurais pu, puis j'ai eu cette rencontre avec Elie Semoun, un ami d'enfance, et puis voilà, puis cette histoire qui s'est concrétisée, le spectacle, et une vie entière là-dedans, magnifique. Et là, si j'ai un message à dire aux jeunes, franchement, allez-y, parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Alors, si on veut le faire correctement, on n'est pas à l'abri d'un bracelet électronique. C'est normal. Mais rire avec la souffrance nègre, vous allez déranger du monde, me disait Aimé Césaire. Je répète cette phrase parce elle a tellement illustré tout mon parcours. Le rire de l'esclave, en fait, c'est vraiment un rire que le maître ne supporte pas. Et donc voilà, c'est le rire du Palestinien, c'est le rire de l'aborigène, le rire de... Voilà, c'est ce rire-là, quand il leur arrive en pleine gueule, putain, ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce que ça veut dire que malgré tout, on a toujours dans sa vie accès à la dérision et à l'autodérision, quoi qu'il arrive. Ça permet de passer les choses, quoi. Vous avez commencé votre carrière avec Elie Semoun. Ouais. Qu'est-ce qui explique la rupture? Parce qu'il y a plusieurs, selon lui, selon vous, il y a plusieurs expériences, plusieurs explications. Que s'est-il passé? Pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette rupture On est quand même resté une dizaine d'années à faire des spectacles. Bon, un duo, c'est comme un couple. On est en vie ensemble. Enfin, on avait nos vies chacun. Et puis nos enfants et nos familles. Mais on était très très proches. Et puis Elie a toujours rêvé de faire du cinéma. Et un jour, on lui avait proposé de partir aux États-Unis faire un film avec Burt Reynolds. Je me souviens, parce que même moi, je dis, ah bah ouais, c'est sûr que là, c'était ton rêve depuis toujours. Merde, excusez-moi. Ça fait partie des aléas, mais je vais le... Ouais. Un autre infréquentable, je ne vous donnerai pas son nom. Il vit en Suisse. Et c'est vrai que... Je vais le mettre quand même sur... Hop. C'est le genre de truc qu'il faut y penser à chaque fois, mais j'oublie. Voilà, mode avion. Et donc Elie est parti aux États-Unis, le rêve américain, Hollywood. Et puis il est revenu peu de temps après. Puis moi, en attendant, j'étais parti dans le one-man show, quoi. Et puis quand on a goûté au one-man show, on est encore plus libre, j'ai envie de dire. Un duo, c'est bien, mais le one-man, c'est... Là, on n'a plus aucune concession à faire. Mais parfois, c'était bien aussi le duo parce qu'on partage et Alors, mais bon, là, j'ai été entièrement libre et j'ai été livré à moi-même, quoi. Et donc, après quelques années d'exercice en solo d'humoriste, il y a cet épisode de 2003 dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel avec ce sketch du colon israélien. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails de la manière dont ça se passe? Vous êtes en coulisses, vous préparez votre sketch, vous faites ce sketch et derrière, c'est le tsunami médiatique. C'est un tsunami médiatique parce que Et les accusations d'antisémitisme. Ouais. Sur Israël, enfin sur les colons israéliens. En fait, je crois, moi je suis avant tout un chercheur. Je cherche le rire, je cherche à me faire rire. Et je me suis aperçu que dans ce petit milieu du spectacle, des médias, il y avait des tabous. Alors en fonction des sociétés, ça varie. J'imagine qu'on peut faire des blagues ici qu'on ne peut pas faire en Iran, et puis de la même façon, on peut faire des blagues. Et ici, l'interdit, c'est la question du sionisme et d'Israël. C'est-à-dire, c'est comme si c'était sacré. À chaque fois, on vous ressort les images de la Shoah, de tout ça. Et je me suis dit, c'est incroyable, cette instrumentalisation, cette hiérarchisation des souffrances, cette compétition victimaire, alors que il y a des gens qui sont, et notamment en Palestine. Moi, je suis jamais allé en Palestine. Je suis allé au Liban. Et j'ai rencontré les Palestiniens là-bas, au sud du Liban. Et des gens qui étaient chez eux, puis qui ont été virés de chez eux et qui voudraient bien revenir chez eux. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience de « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et en tant que descendant de pays colonisés, il y a une fraternité de colonisés qui se met instantanément en place. Et puis, et donc, je me suis dit, il y avait Jamel qui m'invitait pour lui faire quelque chose, pour lui faire une petite blague. Alors, je me suis dit, je vais lui faire une bonne blague.
je vais mettre le doigt sur un sujet qui est important et qu'il faut traiter. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour ça. Mais comme lui était issu aussi donc de cette génération d'enfants de l'immigration et du monde musulman, je me trouvais que c'était amusant de lui dire, bah tiens, il y a des gens là-bas, il leur arrive ça serait intéressant qu'on gratouille un petit peu, qu'on fasse notre métier d'humoriste, quoi. Et donc, j'ai fait ce sketch où je m'amuse sur un colon israélien. Et là, j'ai effectivement démontré par mon aventure le véritable tabou dans la société, le véritable problème. Et le problème sur l'endroit, la zone, la limite de la liberté d'expression et la limite de la liberté humoristique, c'est ce sujet. Et ça n'a pas changé aujourd'hui encore. On voit bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez le même sketch Oui, mais je pense mieux. Je le ferais mieux. Oui. Peut-être à l'image de Blanche Gardin, là, qui a fait un sketch extraordinaire, là, après le 7 octobre. C'était. Qui découvre qu'elle est antisémite. Voilà, c'est quelque chose d'important, et je pense à l'avoir quelque part inspiré aussi au travers de. C'est le parcours humoristique, le chemin humoristique. C'est un chemin de relais, quoi. C'est-à-dire chacun se passe, chacun amène. Puis là, je crois qu'elle a fait quelque chose de formidable. Oui. Elle a amené encore plus loin le projet. C'est magnifique, quoi. Et vous avez des artistes, de jeunes artistes qui viennent vous voir en vous disant, vous remerciant. Énormément. Oui. Énormément. Énormément. Mais qui se cachent. Oui, ils font même dans le monde du rap et tout ça, mais dans le monde de l'humour, évidemment. Hein. J'en connais un certain nombre. Et puis je suis content d'être peut-être pour une bonne partie de cette génération d'humoristes un repère, par un modèle, parce que bon, encore une fois, je suis quelqu'un qui fait qui est dans la recherche. Moi, j'essaye de chercher, de trouver le rire. Je crois être resté vraiment un chercheur. Et voilà, ce qui m'a évidemment conduit parfois dans l'excès, parce que en réponse à la mafia qui est au pouvoir au niveau de la culture, j'ai aussi moi-même parfois été dans l'outrance, mais c'était plus mon métier à moi, normalement. Normalement, il y a une licence humoristique qui vous permet quand même d'avoir une latitude d'expression dans le champ de la provocation qui est plus importante. Mais enfin bon, tous les humoristes provoquent, mais on a bien compris qu'il y avait une limite. Il ne fallait pas toucher, évidemment. Il faut être forcément provocateur pour être. Tous les rires sont provoqués. Enfin, on va se rire sur les gros, sur les roux, sur les homos, voilà. Alors les homos, ça commence à être difficile de rire aussi. Hein. Ce serait difficile de faire La Cage aux folles aujourd'hui, j'imagine. C'est un film extraordinaire. Le duo Poiret-Serrault, voilà, ça fait partie aussi, moi, de mes inspirations. Quelque part, vous êtes la transition entre cette époque-là, les années 70, 80, oui. Toutes ces références. D'ailleurs, vous faites souvent référence même à des films plus anciens, avec des personnages comme Jean Gabin. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est passé à une nouvelle société, où il existe encore cette société Alors, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on ne vous fait jamais la réflexion sur la vision que vous avez du français dit beauf dans vos sketchs, alors que c'est un personnage qui revient souvent. Ah oui, moi je l'aime bien. Et vous avez cette identité aussi. Oui, je l'aime bien. Alors je le connais un peu, puisque moi je suis la double culture. C'est un personnage que j'ai côtoyé, que j'aime bien. J'aime bien le beauf. On devait faire un duo d'ailleurs avec Jean-Marie Bigard à un moment donné, qui incarne bien ce personnage aussi. Et je pense qu'on se serait bien amusé. Mais encore une fois, la pression d'un groupe. Encore une fois, c'est très important, et je le précise maintenant systématiquement, ça n'a jamais été les Juifs, jamais. Mais c'est un groupe de gens composés quand même essentiellement de Juifs, mais qui ne représentent pas les Juifs, et qui sont qui organisent la censure dans ce pays. Et malheureusement, ils sont très puissants, et aujourd'hui, ils nous disent ce qui est drôle, ce qui est bien, Bon, moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec ces gens-là. Donc, je me suis toujours été en opposition avec eux. Ils sont responsables pour moi de la baisse de qualité de la culture française, qui est une culture extraordinaire. Ils l'ont rabaissée au niveau zéro, selon moi. Bon, voilà. Et encore une fois, j'aimerais bien refaire un duo avec Elie,
et nous remettre en risque et repartager, mais arrêter avec cette nouvelle religion là, qui est là, avec une culture LGBTQ+, qui se met à plat ventre devant Israël. Oh, c'est insupportable. Enfin, moi, je trouve que c'est... Mais encore une fois, Pierre Palmade, on est parti de Pierre Palmade à un moment donné, qui incarne un petit peu un humour homo, puisqu'il revendique ça. Voilà, on aurait pu mélanger tous les styles, tous les genres, parce qu'effectivement, il y a beaucoup aussi dans la communauté homosexuelle qui sont très drôles et qui dénoncent une certaine violence envers les homosexuels. Mais le problème, c'est que à partir du moment où les homosexuels prennent le pouvoir dans certains domaines artistiques, ça devient dégueulasse. C'est trop, c'est insupportable. Donc c'est le mélange qui est intéressant. Mais dès que vous avez une communauté qui prend le pouvoir, ou un lobby, parce que c'est pas une communauté, il ne faut pas rêver, l'homosexuel du quotidien, il n'a rien à voir avec le lobby homosexuel des médias. Lui, il vit sa vie et il souffre, et parfois une véritable violence. Et moi, lui, je sais artistiquement, il est inspiré, lui. Mais celui qui est au pouvoir, lui, il est insupportable, il est obséquieux. Puis, si t'es pas homosexuel, tu peux pas rentrer dans son univers. Enfin, c'est insupportable, ce système. Vous décrivez le communautarisme. Le communautarisme, de manière générale. Alors, comme le communautarisme camerounais n'est pas vraiment, je veux dire, organisé, je peux dire qu'il n'est pas réellement un danger. Mais s'il l'était, s'il avait le pouvoir, certainement, il tomberait dans ses travers. Mais vous parlez de l'homosexuel, par exemple, du quotidien. Je vais faire le parallèle avec le français juif du quotidien. Ouais. Est-ce que vous avez compris la peur qu'il pouvait y avoir chez certaines familles françaises juives? D'ailleurs, avec le recul, vous avez d'ailleurs présenté vos excuses. Oui, parce que lui, il souffre vraiment. Alors, ce que je regrette, c'est les outranceries qui n'étaient pas drôles. Pour ceux qui ont été blessés, qui ont été choqués, heurtés, ça n'a jamais été ma volonté, moi. Donc, à ces gens-là, je présente mes excuses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu 1 ou 2 sketchs où, effectivement, mais j'étais toujours en réaction. C'est-à-dire qu'on m'accusait au moment du crime d'Ilan Halimi, là. On avait dit, ouais, c'est Dieudonné. Enfin, j'étais plus ou moins responsable de ça. Oui, c'est ça, l'effet Dieudonné. Je me suis dit, attendez, de quoi vous parlez? Je veux dire, ils n'ont pas retrouvé un DVD de mes spectacles. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Moi, je me suis engagé sur le terrain de la dérision. Alors oui, je dénonce certaines injustices, c'est certain, mais pas par la violence, jamais. Et donc, on m'avait accusé de ça. Et donc, j'avais, à l'image d'un Charlie Hebdo, été un peu trash. C'est-à-dire, j'avais dit, écoutez, moi, je ne suis pas responsable. Après, le Ilan, s'ils en ont fait un panini bolognaise, c'est pas moi. Et là, le mot panini bolognaise a pu choquer, effectivement, la famille d'Ilan Halimi. Et donc là, je ne peux que m'excuser, parce qu'à aucun moment, ça n'a été... Mais est-ce que Charlie Hebdo s'excuse quand il se fout de la gueule de Stromae, par exemple, qui a perdu son père dans le génocide rwandais, et qui font une couve comme ça, où on voit Papa t'es où? Papa où t'es? Ouais, voilà. Et avec des membres déchirés, déchiquetés du corps de son père, qui effectivement a été massacré. L'humour, on a le droit. Pourquoi moi, je n'y ai pas droit? On a droit quand c'est un noir, c'est ça? On peut tout dire sur sa souffrance. Oui, oui, on peut tout dire. Et moi, je suis pour qu'on puisse le dire. Mais normalement, je dois pouvoir m'exprimer. Et non. Le nègre, tu la fermes. Voilà ce que ce lobby, cette mafia sioniste représentée par le CRIF et la LICRA, voilà ce qu'ils veulent imposer à la France. Mais ça n'est pas la France. Et ils ne représentent pas les Juifs de France, qui aujourd'hui, beaucoup me soutiennent. Heureusement. Tant mieux. On a vu aussi à travers votre parcours, et on le disait, et preuve à l'appui avec ce bracelet, on a vu la répression judiciaire, politique, et ce fameux face-à-face avec le Premier ministre Manuel Valls. Ah ouais. Avec 10 ans de recul, parce que c'était 2014, ou 2014, il me semble, 2015 au Zénith 2014. Oui, 2014, au Zénith de Nantes, avec 10 ans de recul. Comment vous analysez cette situation? Est-ce qu'à un moment donné, le rôle d'humoriste a été complètement dépassé? Vous êtes devenu un homme politique pour les Français? Oui, certainement, mais ça m'a dépassé. Je veux dire, j'ai été à la fois acteur et spectateur. L'ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014
a marqué un tournant dans le droit, dans l'histoire de l'expression, de la liberté d'expression, puisqu'elle autorisait donc une interdiction a priori. C'est-à-dire que jusqu'alors, il fallait avoir prononcé des mots pour être poursuivi et être condamné. Là, on peut interdire avant même que le spectacle ne se déroule. Et cette ordonnance, qui a été contredite, d'ailleurs 1 an plus tard, on n'en parle jamais, mais elle a été contredite par le même Conseil d'État, eh bien, cette ordonnance, elle est étudiée aujourd'hui dans les universités de droit. Donc il y a plein de futurs avocats, de juristes qui viennent me voir au spectacle et me disent « Puis tu sais, j'ai étudié l'ordonnance Dieudonné qui porte mon nom. » Et donc, oui, je sais que j'ai marqué. Alors Manuel Valls, par souci politique, par ambition, a joué, on va dire, sa carrière politique en suivant le CRIF et la LICRA, la mafia, qui contrôle, c'est vrai, une bonne partie des médias. Encore une fois, ce ne sont pas les Juifs, nos compatriotes, qui aujourd'hui sont les premières victimes de cette mafia, hein, qui se sert d'eux comme d'un bouclier humain. Et donc, cette mafia qui est responsable de l'antisémitisme, selon moi, en hiérarchisant les souffrances, en organisant une compétition victimaire, ben cette mafia, il s'est dit avec eux, je vais, et effectivement, le lynchage dont j'ai été victime, dont il a été le premier promoteur, eh bien, ce lynchage lui a permis de passer de ministre de l'Intérieur à Premier ministre. Et puis alors là, il s'est lâché. Une fois qu'il était Premier ministre, il a dit, puisqu'on ne peut pas, en France, l'interdire de parler, on va faire comme avec Al Capone, et donc on va mettre tous les services fiscaux, et plus encore, il nous a expliqué, pour le neutraliser. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ce bracelet pour 27 000 € de TVA. Quand vous faites des millions de chiffres d'affaires, c'est quand même assez incroyable, et que vous avez payé des millions d'impôts. Encore une fois, je le répète, et moi, je ne suis pas parti à l'étranger. J'ai continué à payer mes impôts ici. Donc le patriote de l'impôt que je suis s'est vu attaqué. Et puis, vous savez, la justice, c'est pareil, c'était une sorte de blocos indépendant. Et puis avec le temps, avec l'usure, avec la puissance de cette mafia, eh bien, je me suis vu, j'ai observé la justice, je l'ai vu évoluer. Hein. Et c'est incroyable, j'étais sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Donc je suis jugé par des gens qui me prennent pour un con. Donc, mais au-delà de moi, c'est les Français. Et puis, particulièrement, je vous le dis, les Français d'origine africaine. Il suffit de voir comment sont remplies les prisons aujourd'hui, essentiellement, hein, de populations africaines, d'origine africaine. C'est intéressant ce que vous dites, parce que depuis le début de notre entretien, il y a quelque chose qui ressort de vos propos, c'est le fait qu'il y a donc une classe politico-médiatique qui oriente, pour le moins, la société française. Et elle est quelque part, c'est une classe sociale foncièrement raciste. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que pour toute personne qui ne fait pas partie donc de ce milieu, n'est pas considéré comme un citoyen. C'est ça. Est considéré comme un citoyen de seconde zone. C'est ça. Et c'est pas seulement une question ethnique. Hein, c'est pas bon. D'abord, évidemment, les gens d'origine africaine, du Maghreb ou d'Afrique noire ou des Antilles. Bon, c'est clair. Il suffit de regarder la population carcérale. Bon, pour moi, je savais déjà en rentrant dans ce métier que c'était plus ou moins la terre promise. Fleury-Mérogis, si je voulais faire marrer les gens. Et donc, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc, oui, mais là encore, c'est divisé pour mieux régner. Donc, le gilet jaune, le petit peuple de France, blanc, de souche, il est à nos côtés en réalité, parce qu'il est traité aujourd'hui, il s'est aperçu avec l'obligation vaccinale, il s'est aperçu avec la politique, je veux dire, mener ce côté lèche-cul des États-Unis et d'Israël, il s'est aperçu qu'il n'était en fait qu'une vache à lait et qu'il était finalement qu'il était un esclave. Alors donc, c'est pour ça que j'étais aux Antilles, là, et on en parlait. Bienvenue au club, les amis, bienvenue. Français de souche, bienvenue au club. Vous êtes considérés comme des animaux, voilà. Et l'obligation vaccinale était vraiment l'expression de ça. Encore une fois, ce n'est pas une question est-ce que c'est bien les vaccins ou pas. C'est juste le fait d'obliger quelqu'un, d'obliger à te piquer comme une bête. Et bien ça, l'homme noir connaît bien ça.
On connaît très très bien. Donc bienvenue au club, vous allez voir, ça passe, on s'habitue, puis il faut trouver le chemin qui vous amène à rigoler de tout ça, quoi. Est-ce qu'un Didier Raoult était peut-être dans son domaine finalement le Dieudonné de la période? Un Didier Raoult qui est très attaché à l'Afrique d'ailleurs. Oui, c'est un Africain cet homme. Mhm. Et oui, je pense. Il est libre. Et cette liberté, elle est très africaine. C'est comme ça. Alors, ça a des inconvénients, c'est qu'on n'est pas très structuré et on n'a pas l'armée la plus puissante du monde, les Africains. Mais par contre, quand il s'agit de parler et de s'amuser avec la liberté, on est quand même beaucoup plus libre. Mmh. Et Didier Raoult, pour moi, c'est un Africain. Mmh. D'ailleurs, son amour pour l'Afrique transparaît. Et quand on dit l'Afrique, c'est un esprit, en fait, africain. Moi, j'en suis issu. Et j'ai cet esprit. Et j'ai également une maman qui est bretonne, mais qui était aussi très attirée par cet esprit-là. Il y a quelque chose aussi en vous de l'ordre de l'esprit français, le panache, moi j'adore la France. Le comportement peut-être des Gilets jaunes que vous avez rejoint. Le génie français, c'est-à-dire que la France est un pays unique, extraordinaire. Et les Gilets jaunes, ça a été l'expression la plus éclatante de ce génie, quoi. Se relever, se rassembler dans cette fraternité, parce que je l'ai ressenti, j'étais sur les ronds-points. J'ai le plus grand souvenir de la France, pour moi, de la vraie France, la France du peuple. Et le peuple français est un peuple extraordinaire. Je l'ai toujours dit, moi. Et je le redécouvre à chaque fois, ce peuple-là. Et c'est vrai que j'ai une mère française, peut-être que je ne suis pas complètement objectif, mais je me sens français à ce moment-là. Avec les Gilets jaunes, vraiment. J'aimerais que ce mouvement-là, il jaillisse au Cameroun, par exemple. Où le peuple se dise, bon, allez, on arrête, on avance. D'ailleurs, le regard de Dieudonné, on va dire le politique en quelque sorte, a beaucoup évolué, parce que vous étiez pendant un temps très opposé, plus jeune, au Front National, et il y a eu un revirement et un rapprochement avec Jean-Marie Le Pen. Comment vous expliquez justement ce changement on grandit dans le mythe, on ne connaît pas, c'est le mythe. Moi, j'ai grandi dans la haine, insufflée par le SOS Racisme, tout ça. C'est l'ennemi. Normalement, on était formé à vouloir se tabasser Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que j'aurais été dans un restaurant, j'aurais été face à lui. Tu fais quoi, toi? Alors qu'en réalité, c'est vraiment un travail. Un travail vraiment de propagande, de haine. Et moi, ma curiosité personnelle, quand je vous dis que j'étais un chercheur de l'esprit, j'ai voulu voir le diable, j'ai voulu connaître, comprendre, ne sachant plus très bien où est le bien dans une société qui part en couille. Je me suis dit, bon, je vais aller voir le mal, déjà ça va me donner une direction. Et puis, j'ai rencontré un homme qui n'incarne pas le bien, c'est pas la question, mais qui n'est pas le mal. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est libre, quoi, que c'est un esprit libre, et puis on a rigolé. Et puis à partir du moment où tu commences à te marier avec quelqu'un, ça devient vite un copain, et puis avec le temps, ça devient un ami, et puis on rigole. Puis en plus, à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est un sage maintenant. Donc un vieil homme, c'est toujours intéressant. Alors je sais, il y a des gens, des amis algériens qui me disent « Ouais, mais ce qu'il a fait en Algérie, c'est vrai. Mais l'homme, il est ainsi. » Et puis, il y a une chose qui m'a dite et qui me paraît intéressant, c'est que lui, il était pour l'Algérie française, mais il était pour l'indigène français, contrairement à De Gaulle. De Gaulle qui n'en voulait pas parce qu'il ne voulait pas de colombelles et de mosquées. Donc lui, De Gaulle, il était bien plus finalement raciste qu'un Jean-Marie Le Pen qui voulait intégrer l'indigène. Enfin, moi je trouve, hein. Et il suffit de voir ce que De Gaulle a fait au Cameroun avec les Bamileke, avec Ruben Oumniobé, notre leader qui a été traîné derrière une voiture pendant des dizaines de kilomètres, est mort évidemment, assassiné par l'armée française, Mesmer. Donc voilà, De Gaulle, il a eu des bons côtés certainement pour la France, hein, mais c'est aussi un homme absolument exécrable pour l'Afrique et les Africains. Et donc, est-ce que, moi je m'interroge, est-ce que finalement les États-Unis de la francophonie, c'était pas mieux que ces indépendances de façade où finalement on met l'armée française pour protéger des intérêts et puis exploiter complètement le peuple. Aujourd'hui, je parle avec des Camerounais, le RSA, ça serait bien. Et les Guyanais sont plutôt contents de cette situation.
Même si aujourd'hui on veut l'indépendance, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'égalité. C'est-à-dire qu'un soldat qui s'est battu pour la France, qui vient du Mali, il n'aura pas la même retraite. De la même façon qu'un mec qui est un Guyanais ou un Antillais aujourd'hui, il ne peut pas vivre comme un Français de métropole. C'est-à-dire qu'il reste un nègre quand même. Et ça reste c'est un problème. Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour, puisque vous êtes en train de préciser que ces gens-là, français, d'Om-Tom, souhaitent la séparation. Oui. Et la séparation est déjà quasiment consommée avec les pays africains francophones. C'est parti. Où certains moi, je suppriment soutiens même la langue française. Je suis très fier de ce qui se passe au Mali, au Niger, au Burkina. Je soutiens cette initiative et pourtant j'aime la France. Mais la France, Afrique, c'est la France des béquets, c'est le CRIF, c'est la LICRA quelque part. C'est cet esprit-là. Et ça, c'est pas possible. Il faut se libérer. L'homme n'est pas né pour être un esclave. Il ne peut pas éternellement. Et c'est ce que une mafia comme le CRIF n'a pas compris. Eux, je pense qu'ils ont en tête que le monde va être contrôlé par le pognon et que chaque membre de la mafia aura des esclaves. Non. Ça ne pourra pas finir comme ça. Et je pense que nos compatriotes juifs sont d'accord avec moi. Et s'ils aujourd'hui ils viennent vers moi, c'est extraordinaire quand même, parce que eux-mêmes se sentent entièrement instrumentalisés, la souffrance de leurs ancêtres par cette mafia. Il faut bien dissocier vraiment les deux. Et je pense qu'à partir du moment où on a compris, eh bien... Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces commentateurs politiques, journalistes, qui explique que l'antisionisme, c'est le faux-nez de l'antisémitisme, que ça cache derrière un antisémitisme? Il y a certaines... Alors, qu'est-ce que l'antisémitisme déjà? Il faudrait savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est selon vous l'antisémitisme? Il y en a qui disent que c'est des gens qui n'aiment pas les juifs. D'autres disent que c'est des gens que les juifs n'aiment pas. Moi, j'ai envie de dire que c'est un argument, le chantage à l'antisémitisme, qui sert la mafia, une mafia, qui a le pouvoir. Voilà. Et, vous considérez qu'il n'y a pas d'antisémitisme? C'est possible si les gens le disent et le ressentent. Il faut respecter leurs sentiments. Moi, je respecte quelqu'un. Mais il y a quand même ce chantage à l'antisémitisme, qui est une carte, on l'a vu avec Netanyahou il y a très peu de temps, où il explique que le fait qu'il soit convoqué devant un tribunal, c'est antisémite. Donc on le voit avec chaque fois, hein, le mec c'est antisémite. C'est une carte qui a été très efficace, qui l'est de moins en moins. Et moi, j'ai envie de dire à mes compatriotes juifs, évitez de... Parce que là, vous commencez à énerver les gens. Parce que moi, je n'ai pas dit systématiquement, vous êtes négrophobe. Alors que la négrophobie, je veux dire essaye de trouver du boulot, essaye de trouver un logement. Quand tu es noir ou maghrébin, c'est quand même plus compliqué que quand tu es juif. Donc ce racisme du quotidien, voilà. Mais en même temps, le peuple français n'est pas raciste. C'est ça qui est... Le peuple, lui, il n'est pas du tout raciste. Et moi, je l'ai vu sur les ronds-points, c'est l'un des peuples les plus accueillants, les plus extraordinaires qui soient. Donc, Zemmour arrive pour vraiment entériner la division. La rupture, oui. La rupture. Et c'est quelqu'un qui joue sa partition. Moi, je veux dire, il dit quand même des choses vraies. Il existe et ils sont en train d'alimenter un racisme anti-blanc. C'est vrai. Il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc. Oui, mais basé sur quelque chose de réel. C'est-à-dire que... Mais il ne faut pas se prendre la photo sur le racisme anti-blanc. C'est-à-dire que les Blancs n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais en même temps, ce sont des Blancs qui ont créé qui ont participé au colonialisme, au massacre de certains peuples. Et ils ont une grande responsabilité, les Occidentaux, dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais se trouve le monde. Mais ce ne sont pas les Blancs. Voilà. C'est toujours l'amalgame qui crée la division. Surtout pas d'amalgame. Pas de compétition victimaire. Pas de hiérarchisation. Mais pas d'amalgame, ouais, c'est... Ça, je l'ai bien compris. Vous avez, il y a quelques années, quasiment 20 ans, constitué une liste antisioniste. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez une liste antisioniste? Alors,
On parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un antisémite, qu'est-ce qu'un antisioniste? Parce que justement, on n'a pas eu la définition d'antisioniste. Antisémite, donc je ne sais pas vraiment. J'en ai pas rencontré beaucoup. Des gens qui veulent vraiment du mal aux Juifs parce que Juifs. J'ai pas eu l'occasion de discuter. Moi, en même temps, il y a eu une histoire, il y a des précédents. Ouais. De la même manière qu'il y a eu une histoire du racisme anti-noir, il y a eu une histoire du racisme envers les Juifs. Oui. Donc ça a peut-être alimenté aussi, comme vous le disiez. Oui, mais je pense que c'est à chaque fois les choses sont. Il existe aussi un racisme de Juifs envers les non-Juifs. Il y en a qui sont comme ça. Et puis il y a des Juifs qui sont accueillants, qui ont envie de vivre avec les autres. Bon. Et puis il y a des Juifs qui veulent vivre à Israël. Dans Israël, il y a des gens hyper radicaux. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts. Bon. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ma vision de l'antisionisme, oui, j'ai été anti-communautaire et anti-sioniste. Mais avec le temps, je trouve que être anti, ce n'est pas être pour quelque chose en commun, et que même si je reste proche évidemment du combat anticolonialiste des Palestiniens et des Libanais en ce moment, que je connais plus, je ne connaissais pas Israël, je ne connaissais pas ce projet, juste ça me paraissait aberrant, c'est la création d'un État sur le dos d'un peuple qui n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé pour le peuple juif, puisqu'ils ont subi. Et puis au Cameroun, j'ai un frère qui est colonel dans l'armée et qui m'a expliqué que c'est grâce à un encadrement israélien qu'on a pu repousser les djihadistes de Boko Haram qui tuent à tout va dans le nord Cameroun, au Tchad et au Nigeria. Ils kidnappent des enfants dans les écoles, des tarés, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, on est d'accord, hein, mais des tarés qui ont profité, on va dire, de la chute de Kadhafi et de la Libye, qui se sont armés et c'est des gangs en réalité. Mais à ce moment-là, nous, les Camerounais, on n'a pas de quoi se défendre, en réalité. Parce qu'ils ont des armes extrêmement sophistiquées qui viennent de la chute de Kadhafi. Et donc, on se retrouve dans une situation, et si on n'a pas des armes pour pouvoir répondre... Et donc là, c'est là où Israël a livré au Cameroun des armes et a un encadrement pour les utiliser de gens. Et donc, c'est la première fois de ma vie que je rencontrais des Israéliens sur la question camerounaise et de Boko Haram. Et donc là, être antisioniste à ce moment-là, ça veut dire quoi? Là, c'est juste que en Israël, chez les sionistes, il y a une contradiction. Il y a des contradictions. Rien n'est simple en réalité. Et l'antisioniste que j'étais, confronté à cette réalité, Kolofata, c'était un village où on s'est battu parce que Boko Haram commençait à gagner du terrain. Et voilà. Et donc des Camerounais et des Israéliens côte à côte pour repousser le. Donc ça m'a chamboulé. Ça m'a. Et donc ça vous a fait évoluer, par exemple, sur le sujet du conflit israélo-palestinien. Non, mais sur le sionisme, anti-sionisme. Oui. Mais par contre, sur le conflit israélo-palestinien, non, je suis. Parce que. Et je suis je suis vraiment. Convaincu que c'est un génocide qui est en train de se dérouler à Gaza. Mais je pense que c'est emballé, pris dans une sorte de propagande. Des gens, la guerre, après, une fois que c'est commencé, on ne sait pas. Et là, si ça s'était arrêté le 8 octobre, je pense qu'Israël aurait pu s'en sortir vainqueur. Mais entre le 7 octobre et aujourd'hui, Israël a perdu la guerre. Parce qu'Israël, plus personne ne veut entendre parler de cette histoire. L'opinion internationale... C'est abject. C'est abject ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter les médias, ils justifient des choses... c'est impossible. En tout cas, je sais qu'au Cameroun, par exemple, pour parler de ça, ils sont très, très, très en difficulté parce que la rue est majoritairement pro-palestinienne, évidemment. Et que toute l'histoire passée, cette entente entre les deux pays, est mise à mal avec cette situation. Et bon, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. En tout cas, moi, je pense que personnellement, je suis bouleversé par ce qui se passe en Israël et au sud du Liban, où là, j'ai carrément des amis.
et qui vivent sous les bombardements avec leurs enfants.